le club. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Club, un podcast des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. Marine au micro. Aujourd'hui, je suis en bonne compagnie. Salut Jérôme. Bonjour. Salut Coralie. Bonjour. Salut Samuel. Bonjour. Donc on est ensemble tous les quatre pour discuter et proposer des recommandations de films, de livres, de séries, de bandes dessinées, de tout ce qu'on veut. Est-ce que l'un ou l'une de vous voudrait commencer ? Bon allez, j'y vais. De toute façon, c'est toujours moi qui commence quand je participe à un podcast. Alors au moins comme ça, ça y est, elle commence à râler Mais oui. dès le début. Ça va être long, messieurs, dames, ça va être long. Ça va être long. De quoi je vous parle je vais commencer par Colossal, qui est une BD qu'on a rangée en jeunesse, et c'est plus une BD pour les ados. Et à la base, donc, c'est un webtoon. Alors j'ai demandé à Maïwen ce que c'était. Donc pour les anciens, c'est comme un feuilleton radiophonique, sauf que c'est sur Internet. Voilà. Donc en fait, ça dépend les échéances, mais à peu près toutes les semaines ou tous les mois, il y a un chapitre qui tombe et qu'on peut regarder sur le site. Et donc nous, on les a aussi en format imprimé. Donc c'est une série qui est sur 5 tomes. Donc j'ai lu les 4 premiers, c'est assez sympa, c'est plutôt bien fait. Et donc c'est de Rutil. Et en fait, ça parle de la vie de Jade. Et en fait, Jade, elle vient d'une famille vraiment très très riche, et très gros aristos, et qui sont par contre très très pauvres. En fait, ils sont dans une période assez difficile, et du coup, là, en fait, la volonté de ses parents, c'est de la marier à une autre famille d'aristocrates plus fortunés pour se refaire une petite santé. Et puis, elle tombe en fait amoureuse du palefrenier d'une autre famille. Alors, l'autre famille, c'est des parvenus. Donc, eux, ils sont très riches, mais ils n'ont aucun titre de noblesse. Donc, la gamine en face, ses parents veulent absolument aussi qu'elle se trouve un mari très, très riche. Et donc là, vous comprenez que ce sera le même gars pour toutes les deux. Donc voilà, il y a une petite bisbille, un peu guéguerre. Il y a pas mal de copains parce que du coup, elle est au lycée. Donc on fait la connaissance de tous ses potes, de tout ce milieu-là aussi. Et à côté de ça, en fait, Jade, c'est une grosse badass parce qu'elle fait de la muscu. Oh. Et donc, on a aussi tout cet univers-là de muscu, à soulever de la fonte et tout ça. Elle est dans un club assez hétéroclite aussi. Elle a des amis avec elle qui sont assez dans des univers très variés aussi. Et donc, eux, ils sont plus à faire en sorte qu'elle se découvre, qu'elle s'épanouisse en tant que Jade. Et donc, elle a plein de contradictions qui viennent de tous les côtés et tout ça. Et donc, c'est plutôt bien fait. À la fin de chaque tome qu'on a, il y a une explication en fait sur les personnages. En fait, il y a une sorte de petite CV, un petit CV des personnages. On a toute une explication aussi sur la muscu, en fait, la pratique, ce qu'il faut en faire attention. Là, sur le tome 4, c'était tout ce qui concerne la nutrition. Autour, donc bien manger des protéines, pas forcément que des protéines en boîte. Enfin voilà, il y a tout un aspect en fait, faire attention à son corps et tout. Et donc c'est vraiment intéressant en fait, ça balaye pas mal de sujets. Et moi je trouve que c'est plutôt une BD vraiment sympa. J'avais lu le tome 1 et j'ai pas pu attendre la sortie des autres tomes en physique. J'ai tout lu sur Webtoon du coup. Et oui, pas patiente du tout. Différence d'âge. Et ce que tu expliquais aussi sur le corps, c'est qu'avec sa mère, c'est assez conflictuel parce que forcément, tu fais de la muscu, tu prends de la masse et il y a une attente aussi par rapport au corps féminin qui est assez forte aussi de tu réponds pas au schéma auquel on attend de toi. Et cet aspect-là aussi, je trouve, est assez important dedans. Essayer de s'émanciper de ce qu'on attend d'une fille. Et moi, ça m'avait plu aussi, plu là-dessus. Ouais, elle est vraiment... c'est une façon de s'émanciper parce que pour sa famille, elle est de la marchandise, quoi, en fait. Il faut absolument qu'elle se marie avec quelqu'un de riche et de haut placé aussi dans la hiérarchie aristocratique. Donc
Donc voilà, on voit vraiment en fait les adultes en fait qui sont vraiment là pour voilà, les gamins c'est un peu la foire aux bestiaux quoi. Donc c'est c'est à ce côté-là qui est assez intéressant et eux ils sont ados, ils se cherchent un peu tous plus ou moins. Enfin, il y en a un qui va l'aider parce que lui en fait on se rend compte qu'il vient d'une famille qui habite dans des HLM quoi en fait. Mais par contre il est hyper intelligent donc il a réussi à rentrer dans l'école, mais voilà, donc en fait il y a plein d'univers. Il y a une nana, une copine hyper catho et tout, et qui elle va s'éclater à faire des tableaux Excel dans le club de gym. Enfin vraiment ils se révèlent un peu tous plus ou moins, et donc voilà, c'est vraiment, ça fait des univers très différents et vraiment intéressants à regarder quoi. À lire. C'est dans un univers contemporain, parce que quand tu parlais de famille riche, palefrenique, ouais. Non, c'est vraiment, ça se passe aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de... Je pense que ça doit être sur Paris, mais même si c'est pas marqué vraiment où ils sont, mais oui, voilà, on est sur des gamins avec leur portable. Enfin, on est vraiment dans un univers vraiment contemporain, quoi. Ça donne bien envie, en tout cas. Oui, balance-toi, franchement, Puis ça se lit assez rapidement, puis comme toi, tu lis des webtoons, ça défile. Ouais, non, c'est bien fait. Donc voilà, Colossal, c'est en jeunesse. Qui rebondit. Je peux y aller, Allez, si vous voulez. Sur un manga qui s'appelle Mashle, de Hajime Komoto. C'est assez connu. C'est une série qui est finie en 18 tomes, où on va suivre Mash Burndead, qui est adolescent, qui grandit assez posément avec son papa dans la forêt, un peu isolé du monde. Et sa passion, c'est de faire de la muscu, lui aussi, et de manger des choux à la crème. Donc, il n'est pas très fut-fut, mais très attachant. Et la particularité de cet adolescent, c'est qu'il n'a pas de pouvoir magique, sachant qu'il vit dans un monde où tout le monde en a, où c'est même un délit de ne pas en avoir, et du coup, les gens qui n'en ont pas, normalement, se font tuer. Ah oui. Donc lui, il y a un petit peu une anomalie dans ce monde-là où il est le seul à ne pas en avoir. Et un jour, quelqu'un découvre son secret, et il se retrouve obligé d'intégrer une école de magie et de devenir le meilleur élève pour un peu changer les codes et montrer que c'est pas parce qu'on n'a pas de pouvoir magique qu'on vaut rien et qu'on est nul. Et c'est un peu une parodie d'Harry Potter. Enfin, on sent un peu que l'auteur s'est vraiment amusé là-dessus. Donc, comme je disais, c'est pas un personnage très malin, mais il va réussir à s'entourer de plein de copains et copines et réussir en fait à s'élever au fur et à mesure et à montrer qu'il il est capable. Pour un exemple, par exemple, le cours de ballet, en fait, plutôt que de voler, il va tellement aller vite avec ses jambes qu'en fait, il va donner l'impression de léviter. Donc, tout le monde va être « Waouh, mais c'est fantastique !» Il y a un côté vraiment... Voilà, c'est très, très rigolo. C'est toujours des têtes, un peu comme dans Dragon Ball, où les personnages font des têtes trop hilarantes pendant tout le manga. Là, on a un petit peu cette veine-là aussi. Et au-delà de l'aspect un peu bébête du personnage, on s'attache à lui, il lui arrive des épreuves, mais il est toujours positif en disant en fait, je vais réussir, je vais le faire, et sans écraser les autres non plus, quoi. Donc c'est assez fun, c'est rigolo, c'est assez court aussi. Ça, c'est un critère pour moi. Et c'est fini. C'est fini. Moi, on rigole bien en le lisant. C'est bien fait. Il y a de l'action, il y a des combats. Je ne l'ai pas encore fini, mais je suis bien avancée. Donc, pour ceux qui aiment ça, allez-y. Parfait. Je vais enchaîner avec un autre manga, moi aussi. Une nouveauté chez Kiyun, ça s'appelle My Dear Detective de Natsumi Ito. Donc pour l'instant, il n'y a que les 2 premiers tomes. Je ne sais pas combien va faire la série, donc je n'ose pas te lancer dedans, Samuel. My Dear Detective, ça se passe à Tokyo dans les années 20. Donc vraiment, on est dans un Tokyo qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et on est au tout début du travail des femmes. Donc on voit que ça pose problème, ce travail féminin, notamment à Tokyo, avec cette société qui est à moitié, avec des gens qui sont encore en costume traditionnel, avec des femmes qui sont à l'intérieur de chez elles en kimono, et des femmes qui sont habillées à l'occidental et qui sortent. Et on suit Miyako, une détective qui travaille pour une agence, avec un patron qui est adorable, qui lui est pour le travail des femmes. Il dit oui, ça va être dur, mais il faut changer les choses. Donc le premier pas, c'est de t'engager, et c'est la meilleure détective de son agence. Et elle va rencontrer un jeune homme qui est serveur dans un café, sauf qu'en fait, il fait partie d'une très très grande famille de Tokyo.
Et ensemble, ils vont mener des enquêtes, puisque c'est son métier à elle. Donc on suit plusieurs enquêtes à chaque fois. Il y a un petit fil rouge, je pense, sur leur histoire à eux et leur histoire personnelle l'un l'autre, leur amitié, et puis même chacun leur trajectoire, puisqu'il y a vraiment ce travail des femmes qui en font pour elle et pour lui sa position en tant qu'héritier d'une très grande famille. Donc voilà, si vous lisez un peu de manga, et notamment du webtoon, notamment coréen, la position d'héritier d'une famille, de conglomérat industriel ou d'entreprise, c'est toujours une question qui est d'actualité. Ça se lit toujours, alors que j'ai l'impression qu'en Occident, ça se lit jamais, ce genre d'histoire. Donc là, on est vraiment dans cette dynamique-là pour lui, et ils font des enquêtes tous les deux, et les enquêtes sont très sympas. Elles sont, voilà, on est dans ce Tokyo un peu ancien. Donc voilà, pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Les personnages sont attachants tous les deux. Il y a des moments très drôles, des moments un peu plus doux amers. Il y a des sujets de fond qui sont abordés, qui sont pas évidents, avec des histoires qui sont plus ou moins tristes. Donc voilà, c'est un vrai bon début de série, que si vous aimez les séries un peu policières ou un peu historiques, je recommande en manga, c'est très sympa à lire. Et les dessins sont chouettes. La dernière fois à ce micro, j'étais venu avec de la guerre, du sang et des larmes. J'ai décidé de venir avec de la dépression, du bullshit écologique et du désastre. On peut toujours te faire confiance, Jérôme, c'est magnifique. Je savais que ça vous ferait plaisir. Ne me remerciez pas. Je vais commencer avec un petit livre documentaire qui s'appelle « Écolo mon cul », 14 dilemmes du quotidien pour aller au-delà du bullshit écologique. Donc vous pensez bien, rien que le titre, il a fallu que je l'ouvre et que je l'examine. Donc c'est écrit par Pierre Rouvière et Barnabé Crespin-Pommier, sous la forme d'un long repas de famille divisé en chapitres. Les auteurs vont en fait examiner des dilemmes auxquels on peut être tous confrontés. Est-ce que par exemple il faut choisir une voiture thermique ou une voiture électrique ? Est-ce qu'il faut prendre un sac, un tote bag en tissu ou utiliser des sacs plastiques ? Ce genre de dilemme, tout ça est très bien expliqué, mis en scène dans le cadre de la dispute, enfin un repas familial avec son lot de disputes, l'oncle qui râle, la belle-sœur faux-folle, enfin, etc. Et moi j'ai vraiment découvert plein de choses, notamment si je reprends le cas du tote bag. Je m'imaginais naïvement que c'était vraiment plus écologique. Ça l'est, mais au bout de 40 ans. Donc ça dépoussière un petit peu les idées reçues. Bon, en fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas utiliser 40 tote bags aussi, quoi. C'est que les gens trouvent que c'est tendance et le dernier est super joli et tout ça. Mais en fait, il faudrait juste un tote bag parce que le tissu à produire, c'est ça le problème. À fabriquer, ouais. C'est complexe. C'est du coton. Et le coton, en fait, il faut énormément d'eau et il faut énormément d'engrais et de saloperies qui polluent, en fait, pour obtenir ce qu'il faut pour faire un sac. Il y a aussi des choses sur, par exemple, est-ce qu'il faut manger du tofu ou de la viande ? Et, la réponse n'est pas si évidente qu'on pourrait l'imaginer. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y avait vraiment un côté ludique, rigolo, pas donneur de leçons, pas du tout édifiant, mais vraiment très très bien fait et très bien expliqué pour le coup. Donc c'était ma suggestion, voilà, survivre au bullshit écologique. C'est cool si c'est l'aspect moralisateur qu'on peut retrouver parfois et évacuer. Ah oui, complètement. Donc c'est chouette. Complètement. C'est vraiment dans le cadre d'un repas de famille, donc une discussion qu'on pourra avoir les uns et les autres avec sa famille, en parlant de ces petits sujets-là qui peuvent fâcher. Est-ce qu'il faut trier ses déchets ou pas ? Est-ce qu'il faut utiliser la 4G ou la Wi-Fi ? J'ai appris plein de choses. Ça permet d'avoir des petites réparties aussi dans des vraies situations de famille ou entre amis, quoi, d'expliquer concrètement, du coup, s'ils donnent les bonnes infos, sans être tout noir ou tout blanc, quoi. Ça permet d'avoir... Si on reprend par exemple le cas de la voiture électrique versus la voiture thermique, au-delà du fait que quand on roule à l'électrique, en France, on roule à 75% au nucléaire, si on évacue déjà cet aspect-là, pour le reste, les auteurs prouvent que la voiture électrique est plus écologique, avec des énormes guillemets, au bout de très très nombreux kilomètres en fait. Et encore en ayant une utilisation rationnelle et tout ça. Et je pense qu'à un moment donné, je l'ai lu il y a déjà un certain temps, mais
Ils vont peut-être aussi placer que le moyen de transport le plus écologique, ça restera toujours d'aller avec ses pieds ou en vélo ou à la rigueur en transport en commun. La partie cynique en moi, ça me fait penser à la série The Good Place. Que peu importe ce que tu fais, de toute façon, tu le fais mal et tu fais jamais du bien. Ça, y a vraiment, c'est ma réaction cynique à la chose. Ouais, c'est vrai. J'avais pas vu ça comme ça, mais The Good Place, c'était ça. Ouais, c'est vrai que c'était ça. C'était quoi que tu fasses, tu finiras mal en fait. C'est ça. Ouais. J'ai vu les 2 premières saisons. J'ai pas été plus loin, mais ça m'a bien plu. Oui, c'est une série que moi je recommande, The Good Place. C'est très drôle, ça n'a pas beaucoup d'épisodes, il n'y a que 4 saisons. Et à chaque fois, ça arrive à la fin de la saison, ça arrive à te retourner la tête, à prendre un contre-pied, un truc que tu n'avais pas vu venir. Et en plus, le casting est génial, ils sont vraiment drôles. Et le propos est intéressant. Et vraiment, ce côté, quoi que tu fasses, de toute façon, tu vas mal le faire. Je trouvais ça extrêmement, extrêmement drôle et décomplexant quelque part. Peut-être pour le pitcher, maintenant qu'on est parti en parler un petit peu. Donc, c'est Eleanor, son nom de famille m'échappe, qui est une jeune femme qui meurt accidentellement. Oui, d'une façon extrêmement drôle et complètement absurde. Je crois qu'elle est... Je ne me rappelle plus. Il y a un truc dans un supermarché avec un caddie. Oui, elle se fait écraser elle se fait écraser par un caddie, c'est ça. Elle se fait écraser par un caddie dans un supermarché. Et donc, en fait, elle devrait se retrouver en enfer, mais suite à une erreur qu'on ne va pas spoiler ici, elle est dans ce qui ressemble au paradis. Oui. Pas sous son vrai nom. Non, d'ailleurs. On la prend pour quelqu'un d'autre, elle se rend compte que oui, mais c'est pas du tout moi. Donc, et elle n'a pas du tout envie d'aller en enfer, donc elle va mentir pour continuer à dire mais oui, c'est moi, tout à fait. Et c'est un personnage qui est assez, on voit des extraits de sa vie, c'est quelqu'un qui est assez odieux. Ah ouais, carrément. Vraiment odieux. C'est une vraie saloperie, oui, il faut appeler un chat un chat, quoi. Et elle est avec d'autres personnages qui sont vraiment croquignolesques, dans cet univers où en fait, les gens... c'est le paradis, mais en même temps, ça marche pas, quoi. Je sais pas comment le décrire. C'est très rose, c'est très coloré. Ils peuvent pas dire d'insultes. Oui, c'est ça. Ils peuvent pas dire d'insultes, donc à chaque fois qu'ils disent une insulte, ça sort pas correct dans leur bouche, quoi. Ouais. Au lieu de dire fuck, ils disent fork. Oui, c'est ça, ils disent fourchette. Donc au lieu de dire, c'est comme si en français, nous, au lieu de dire un gros mot, on disait paillettes ou purée à chaque fois. Et elle essaye, il y a des moments, elle dit c'est pas possible. Puis elle essaye tous les jurons qu'elle peut. Et à chaque fois, ça sort complètement déformé. Et donc le plus connu, c'est fork, ça veut dire fourchette au lieu de l'autre mot. Et c'est vraiment marrant. Donc oui, c'est une très bonne série. Puis courte et finie. Donc si vous voulez pas vous lancer... Court, Oui, puis il y en a 10 ou 12 par saison, c'est vraiment du petit format, donc c'est pas du format sitcom, c'est un peu plus long, mais si vous voulez pas vous lancer dans une série en 10 saisons avec 20 épisodes de 40 minutes, là on est sur un format qui est beaucoup plus acceptable pour une durée. Je te regarde, Samuel. Oui. C'est toujours... Donc oui, The Good Place, c'est très bien. Et donc ça m'a fait penser à ton livre, mais ça se trouve ça n'a aucun rapport, mais Non, il peut y avoir un c'était rapprochement. mon petit... Et alors, du coup, ce qu'on veut savoir, c'est t'es le tonton casse-pied ou la tata fofolle? Je suis partagé entre plein de personnages. Mais il y a vraiment des choses qui méritent d'être lues et d'être comprises, surtout. Et puis ça, de ce que je comprends, c'est que ça enlève aussi pas mal d'idées reçues que tu peux carrément, avoir rapidement sur un truc. Et en fait, oui. non, en fait, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça du tout, ouais. C'est cool. Ouais, très bien. Mais en soi, se faire un avis éclairé sur quelque chose. Mm-hmm. Bah oui, ça sera moins polluant dans 40 ans, mais je préfère prendre ce choix et être moins polluant voilà. dans 40 ans plutôt que polluer maintenant. Enfin, ça peut être aussi des... Parce qu'effectivement, si on peut jamais faire bien, on peut aussi choisir des pis-aller et se dire, on fait un choix éclairé en connaissant tous les paramètres, en fait. Ça peut peut-être servir à ça. C'est tenter à améliorer le truc quand même, quoi. Même si tout est ni blanc ni noir, essayer d'aller vers le mieux. Moi, comme vous parliez de séries, alors il y en a une là qui m'est venue en tête du coup, je sais pas pourquoi, mais The Skin, en fait, c'est une série. Alors pareil, je crois qu'il y a une saison ou peut-être 2, je sais plus, mais Il me semble qu'il y en a plus qu'une. Ouais, là c'est peut-être 2, en tout cas c'est pas 3. On va y arriver. Les épisodes sont assez. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes à chaque fois dans chaque saison, mais ils sont un peu plus longs que sur certaines séries. Et en fait, du coup, on suit un groupe d'homosexuels à Londres au début des années 80 avec l'arrivée du sida.
Et c'est une série hyper touchante, très instructive en fait, parce que du coup, il y a l'émergence de cette maladie. Au début, le petit groupe qu'on suit, là, ils sont en coloc et ils y connaissent rien du tout. Et même eux ont des clichés sur la maladie. Ça les touchera pas. Ils sont jeunes, ils sont insouciants. Ce sera pas pour eux. Et au fur et à mesure qu'on avance, il y a des personnes qui les convainquent. Malheureusement, ils sont aussi touchés par le sida. Et franchement, il y a des personnages qui sont assez atypiques, hauts en couleur. On touche une grosse partie de la population homosexuelle à Londres dans les années 80. Il y a le regard aussi de la famille aussi, parce que l'homosexualité à l'époque c'était pas évident, donc voilà, les parents qui veulent absolument pas voir, les pouvoirs publics aussi, ça c'est assez, les premiers sont un peu mis au banc dans les hôpitaux, comme des pestiférés en fait. On leur limite, si on leur lance pas une assiette de nourriture sous la porte pour justement avoir aucun contact avec eux. Et donc il y a aussi dans la série le début d'une organisation en fait pour aider tous ceux qui sont touchés par la maladie, quoi. Donc, et puis surtout aussi, comme il y a pu y avoir en France avec ACT UP, prévenir et puis essayer d'éduquer un petit peu tout le monde, quoi. Donc les personnages sont hyper attachants. Le personnage principal, il est pas pareil, ni tout noir ni tout blanc. Des moments, on a envie de un petit peu le taper. Il est un peu casse-pied, mais il est adorable. Ils sont touchants. J'avoue que j'ai bien pleuré à la fin. Parce que voilà, la fin est quand même vraiment très émouvante. Et vraiment, ouais, c'est une chouette série à regarder sur ces années-là, quoi. Et du coup, le titre, c'est It's a Sin. It's a Sin, oui, c'est ça. Oui, j'avais bien. Voilà. Et du coup, je l'ai regardé aussi. Et c'est vrai, comme tu dis, au début, c'est un peu ambiance limite comédie musicale où c'est coloré, tout le monde est joyeux et tout. Et au fur et à mesure, c'est trop d'émotions. Et le groupe, le groupe d'amis, ils sont en coloc et ils sont vraiment adorables, quoi. T'as envie d'être dans leur coloc. Carrément. Et après, ça se passe pas très bien. Non, mais il y a vraiment des personnalités vraiment très différentes. Donc c'est des milieux très différents. Donc c'est lui, le personnage principal. Sa famille vit dans une île, je sais plus où, au bord de l'Angleterre, quoi. Et du coup, il y a cet aspect-là où tout le monde se connaît sur l'île et tout ça. Il y en a un qui vient d'une famille un peu plus catho. Il y en a un, c'est un fils d'immigrés africains. Donc voilà, il y a plein d'horizons complètement différents qui vont se mêler et qui vont être touchés par la maladie, par le sida. Et c'est vraiment bien fait, quoi. Je regardais la distribution parce que j'ai entendu parler de cette série et je ne l'ai pas vue. Et je vois qu'il y a Neil Patrick Harris. Alors, il a un petit rôle au début dans les 2-3 premiers épisodes. Aucun souvenir de l'avoir vu à l'intérieur de cette série. Mais si, certainement qu'il y est, c'est juste que moi j'ai oublié tout. Alors, ils l'ont crédité assez haut, c'est pour ça que c'est que moi j'oublie, au début, il fait partie de... Il est en couple, en fait, avec un monsieur, et du coup, il travaille avec un des jeunes aussi dans un magasin de tailleurs, en fait. Et il va l'aider avec le patron qui voilà, bon. Le patron n'est pas une personne très aimable, on va dire. Mais après, il disparaît assez rapidement, en fait, de la série. Il doit être dans 2 ou 3 épisodes au tout début. Et oui, lui, du coup, il est vraiment impliqué dans la cause. C'est pour ça, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est le Barney Stinson de How I Met Your Mother, qui est, pour ceux qui l'ont vu, un personnage absolument inoubliable, un séducteur, en fait, devant l'éternel, un homme à femme, qui s'avère être, en fait, dans la vraie vie, homosexuel. Ouais. Donc je pense que c'est très, très dans la cause, et je pense que c'est voulu qu'il soit là, quoi. Oui, je pense que c'est ça, parce que sinon, c'est que des acteurs anglais, en fait.
Donc vraiment, je pense que, oui, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais oui, je pense qu'il est vraiment impliqué. C'est vrai que c'est un acteur revendiqué homosexuel et qui se bat pour la cause et tout ça. Donc oui, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose derrière tout ça, quoi. Et du coup, je voulais vous parler aussi d'une autre série. J'enchaîne comme ça. Là, c'est une série que personne connaît. Le titre, c'est Un jour de la semaine. Donc, mercredi. Ah. Voilà. La fille Adams, il fallait que quelqu'un le fasse. Effectivement, personne ne connaît. On voit pas du tout de quoi tu parles, quand même. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Voilà, c'est une série vraiment pour ados. Effectivement, alors je vois vos têtes dubitatives. Je sais que vous n'avez pas forcément accroché, mais moi, j'ai bien aimé. Il y a Christina Ricci, donc déjà, ça fait l'affaire. Et puis voilà. Alors, il y a des choses qui sont assez faciles, assez téléphonées. Et tout ça, elle arrive, ils sont tous amoureux d'elle, et tout ça. Mais je trouve que voilà, il y a quand même. Alors qu'elle est franchement pas aimable quand même mercredi. Oui, voilà, on va. Elle fait pas semblant de tirer la tronche. C'est là pour le coup, ouais. Ouais, mais franchement, moi, c'est peut-être mon côté ado midinette. Je me suis laissée prendre au truc, l'univers un peu dark, et puis j'ai oublié son nom. La grande Gwendoline qui joue dans Game of Thrones, ouais, voilà, qui est dedans aussi. Donc, le casting est bon. Elle est une très grande dame blonde. Et qui fait Brienne dans Game of Thrones, qui a un rôle très masculin. C'est la directrice de l'école. Ouais, ça y est, d'accord. Ça, ouais. Effectivement. Quelque chose. Oui, ok. Alors moi, je suis team Coralie. J'ai vraiment trouvé cette série rafraîchissante. C'est mon côté midinette. Non, c'est bien, on est du même côté de la table. Donc et j'ai trouvé vraiment bien qu'il donne un vrai caractère, un vrai personnage à la main. Oui, tout à fait. La main est absolument géniale. Je veux rien spoiler, mais c'est vraiment c'est drôle, quoi. Alors après, la Morticia est pas terrible, hein, franchement. Angelica Houston. Les non, parents, c'est pas Angelica Houston. Mais justement, ça, on regrette Angelica Houston. C'est Catherine Zeta-Jones. Bon, moi, ils ont des micro-rôles, on les voit. Ouais, les parents sont pas intéressants. Ouais. Non. Mais ouais, le personnage, et puis je trouve que la comédienne, elle joue plutôt bien. Elle joue bien, elle est très bien. Après, c'est plus l'aspect où elle commence à avoir des sentiments pour certaines personnes. Et du coup, tu fais, mais tu n'es pas mercredi, c'est pas possible. Ouais, au bout d'un moment, en fait, c'est ça. Elle sort du personnage. C'est plus ça, moi, qui au fur et à mesure des épisodes m'a dérangé, entre guillemets, même si je pense que la saison 2, je la regarderai, il n'y a pas de souci. Mais parce que l'univers est cool, malgré ça. Mais c'est vrai que c'est plus ça qui fait, mais pourquoi ? Moi, j'avoue que moi, c'est plutôt le côté certaines facilités d'écriture où on sent que par moment, les scénaristes disent de toute façon, c'est du teen. Donc on s'en fout, on peut écrire n'importe quoi, ils vont regarder. Et alors qu'il y a des très bonnes idées dedans, il y a des très bonnes ficelles, il y a des choses qu'on voit pas venir, il y a des choses vraiment intéressantes, des bons acteurs qui campent de bons personnages. Et parfois juste des grosses ficelles narratives en disant, là on sent que vous écrivez pour des ados et que vous les prenez un chouille pour des andouilles. Donc ça m'agace toujours en fait avec ces séries un peu teens où il y a un bon matériel de base. Et puis finalement, comme c'est une série pour ados, on y prend un peu moins soin qu'une série pour adultes. Donc ça m'a un peu... C'est le côté où moi, je l'ai vu, c'est sympa, mais oublié aussitôt. Et donc ça c'est le côté. Et alors moi, mon gros souci quand même avec cette série, c'est que je ne comprends pas pourquoi ça se passe dans l'univers de la famille Addams. Parce qu'on réutilise la famille Addams mercredi la main, mais ça n'a rien à voir avec aucun des films, aucune des histoires. Ils arrivent dans une école de magie, on dirait un Poudlard réécrit. Et du coup, moi, comme à chaque fois avec ce genre de truc, je me dis, mais pourquoi n'avez-vous pas inventé votre propre univers qui vous donnait la latitude et la plasticité d'en faire ce que vous voulez, parce qu'exactement comme dit Samuel, mercredi finit par développer des sentiments, alors un peu ambigus, parfois amicaux, parfois amoureux, très ambigus, je pense qu'elle sait même pas trop elle-même ce qu'elle pense dans sa tête, sur des personnes, on dit, mais c'est pas Mercredi Addams, et c'est surtout pas la Mercredi Addams que je veux voir, en fait. Elle est extrêmement drôle quand elle est en décalage et quand elle est très noire. Elle qui devient toute choubidou pour un espèce de grand échalas, je m'en fiche, en fait. Donc, ça me gêne toujours. Et pourtant, je suis une midinette dans l'âme. Autour de la table, vous le savez, avec mes lectures. Voilà, si vous connaissez, je m'enfile des kilos de romances à l'année. Mais vraiment, ça me gêne ce côté reprendre un univers qui est quand même très codé, très organisé,
pour finalement en éclater des barrières et modifier des trucs. À ce compte-là, tu fais un truc qui ressemble à la famille Addams parce que tu t'inspires dans ta tête de Mercredi, mais tu crées un univers original qui te permet de jongler avec tes propres curseurs d'écriture. Donc voilà, ça m'agace toujours, mais c'est comme avec, à chaque fois qu'on prend un univers pour le transformer, je me demande toujours l'intérêt de prendre cet univers-là et la facilité de prendre un univers où on va fidéliser des gens parce qu'ils aiment bien l'univers de base. Et pas avoir le truc de fidéliser les gens sur un nouvel univers. Mais ça, c'est mon côté puriste en science-fiction et en fantasy souvent aussi, où je suis un peu comme ça. Créer ton propre truc. Ouais, mais c'est la mécanique hollywoodienne. Enfin, c'est les studios qui font que, voilà, tu prends des recettes qui marchent et... Après, tu prends un univers qui marche, des recettes qui vont bien piquer à droite à gauche et puis... Oui, de toute façon, je pense qu'il y a ça aussi, le fait que Mercredi Addams, elle soit connue, qu'on connaisse la famille, le fait qu'elle soit détestable au début, et moi, je ne spoil personne, mais la scène des piranhas dans la piscine, voilà, le fait que ce soit Mercredi Addams qu'on connaît qui le fasse, je pense que ça passe mieux qu'un autre personnage... je sais pas moi, Vendredi Martin, qui l'aurait fait. Oui, voilà, quoi. Sans doute. Mais je regrette toujours cette facilité de départ, surtout pour finalement, parce que plus on va avancer, d'ailleurs, ils nous pondent des trucs et des machins qui n'ont rien à voir avec je crois que la saison 2 est bientôt à sortir. Et je pense que plus on va avancer dans la série, moins on aura de lien avec le côté Addams du départ. Mais j'ai cru lire un peu qu'ils retourneraient sur quelque chose de potentiellement un peu plus sombre sur la saison 2. Donc, laissons-leur une chance. Voilà, faut avoir. On regardera de toute façon. Oui, on a commencé, ce serait dommage de lâcher. Quoi. Mais oui. Je peux enchaîner avec une autre série dans un tout autre genre. Alors, c'est une série, mais en fait, c'est un espèce de feuilleton plutôt télévisé en 3 épisodes. Ça s'appelle « Pourquoi pas Evans ?» Donc, si le titre, vous le connaissez, c'est parce qu'il s'agit d'un roman d'Agatha Christie à l'origine, qui a souvent été adapté dans les séries Hercule Poirot, Miss Marple, même si ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est un roman qui se tient en dehors des séries connues d'Agatha. Donc là, sa propre adaptation, c'est anglais, évidemment, comme il se doit. C'est scénarisé et produit par Hugh Laurie. Donc, si ça rappelle des choses, c'est le fameux Dr House, qui est un très grand acteur britannique que personnellement je recommande même très jeune parce qu'il faisait un duo avec Stephen Fry absolument hilarant en humour britannique. Vous faites pas mieux à part les Monty Python. Et c'est quelqu'un qui, avant d'avoir sa carrière de Dr House, a joué dans beaucoup de séries, téléfilms. C'est le papa de Stuart Little. Effectivement aussi. Et il a pris l'avion avec Rachel dans Friends aussi. Eh ben dis donc, on en connaît des choses autour de la table. Donc bref, on vous recommande Hugh Laurie sous toutes ses formes et sous toutes ses couleurs. Et donc, il a scénarisé et produit Pourquoi pas Evans. Donc c'est en 3 épisodes, c'est assez court. Pour la petite histoire, ça se passe au pays de Galles. Comme il se doit, on entend même du gallois. Donc voilà. C'est l'histoire de Bobby Jones, qui est le fils du pasteur. Il est aussi caddie dans un club de golf. Et il veut monter sa propre affaire avec un copain de voiture. Il y faisait partie, si je ne me trompe pas, de l'armée de l'air pendant la guerre. Donc ça se passe juste après, au début des années 50. Et en fait, un jour, pendant qu'il est sur un parcours, il repère au bord d'une falaise quelqu'un qui est tombé. Donc il va vite descendre pour essayer de voir si la personne est encore en vie, appeler les secours. Et la personne qui est là est en train de mourir et lui dit, juste avant de mourir, murmure « Pourquoi pas Evans ?» Donc le mystère en est là et Bobby continue sa vie. Il va retrouver Lady Frances, Frankie, qu'il connaissait quand il était petit, qui revient un peu dans le coin. Et Lady Frances, c'est une jeune femme très, très pétillante, qui ne tient pas en place, qui est extrêmement drôle. Et donc Bobby et elle vont renouer un peu leur amitié de quand ils étaient petits. Et il se trouve que cette question du pourquoi pas Evans, ça va un peu les tarauder. Bobby va être appelé pour déposer devant le juge, comme il y avait toujours ces affaires-là, et il se rend compte qu'il a vu une photo en fait qui était dans la poche de l'homme qui est décédé. Il a vu une photo d'une jeune femme blonde, et au procès, enfin l'espèce de procès, enquête préliminaire, on dit que c'est sa sœur, et il voit une photo de la dame, et c'est pas la même photo, c'est pas la même dame, et on est en train de mentir. Et donc tous les deux, Bobby et Frances, un peu malgré eux, finalement, parce qu'ils ne le cherchent pas, enfin surtout malgré Bobby et surtout grâce à Frances, ils vont commencer à creuser un peu cette histoire et vont se retrouver embarqués dans un truc qui est un peu trop gros pour eux. C'est une histoire, un roman que personnellement, moi j'aime beaucoup d'Agatha Christie. Il est vraiment très sympa, assez sombre par rapport à ce qu'elle peut écrire chez Hercule Poirot, Miss Marple, mais ça vaut le coup. Et là, honnêtement,
La série est très bien. C'est filmé au Pays de Galles, donc il y a des décors qui sont magnifiques. En plus, ils nous ont filmé ça sous le beau temps. C'est quand même très plaisant. La musique est sympa et les acteurs sont très chouettes. Bobby Jones, c'est un acteur. Alors là, j'ai mangé son nom, mais c'est Poulter. Il jouait dans Narnia quand il était petit, dans le 2e Narnia. Il faisait le cousin absolument affreux. Et là, il est... Will Poulter. Merci, Will Poulter. Et il est très calme, très posé, il campe très bien Bobby. Et la jeune actrice qui fait Lady Frances, je l'ai vue dans un film quand elle était toute petite et c'est très rigolo de la retrouver maintenant. Elle est très chouette aussi, très dynamique. L'ensemble fonctionne bien. Et en 3 épisodes, vous avez une bonne petite série britannique Agatha Christie années 50, comme on les aime. Donc n'hésitez pas, c'est disponible en DVD. Donc c'est sorti aussi à la bibliothèque. Je peux enchaîner moi sur un jeu vidéo auquel j'ai joué il n'y a pas si longtemps, où on a un système d'enquête aussi. Donc c'est pour ça que ça m'a fait penser. Qui s'appelle Ghost Trick. À la base, il est sorti en 2012 sur 3DS et un remake est sorti il n'y a pas très longtemps sur Switch. C'est pour ça que je me dis que ça peut être un peu plus d'actu. Et on incarne un personnage. Minute 1 du jeu, on meurt. Et le but, ça va être de comprendre qui on est et pourquoi on est mort. Donc on est un fantôme, une sorte d'âme. Un peu entre deux, quoi, entre la vie et la mort, quelque part. Et on a 24 heures pour réussir à résoudre ce mystère-là. Pourquoi on est mort, qui on est, etc. Et donc, en tant que mort, on a le pouvoir d'être dans des objets. Et donc, avec le stylet, parce qu'à la base, c'était sur 3DS, on pouvait en fait passer, tac, 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 d'objet en objet, interagir avec eux pour... créer des effets dans la vraie vie et empêcher telle ou telle chose d'arriver. Donc on va rencontrer des personnages, on va essayer de comprendre qui ils sont aussi, et on a d'autres pouvoirs en tant que fantôme, c'est de revenir dans le temps. Par exemple, on rencontre assez rapidement une jeune femme qui, pareil, meurt, et en fait, on va réussir à remonter dans le temps pour réussir à déjouer sa mort. Et en fait, tout au long du jeu, ça va être réussir à jouer sur les événements, éviter que certaines choses se passent, transformer le cours du temps pour démêler tout ce bric-à-brac. Et franchement, j'y ai rejoué sur 3DS, donc le jeu de base. Ça n'a pas vieilli du tout. C'était hyper agréable. Les musiques sont totalement dingos. Et beaucoup d'humour. Donc il y a des petits passages animés, etc. Enfin, franchement, c'est assez pépite. J'étais un peu passée à côté. Là, je me suis dit avec le remake, je retente. Et donc, si vous pouvez tester, c'est très chouette. C'est assez accessible en plus. Pour le coup, c'est un peu de déduction. Quand ça marche pas, on teste un truc. C'est pas grave, on le recommence après. On recommence la timeline, etc. Donc, c'est beaucoup d'expérience. On teste. Ça passe pas. Bon, on expérimente. Et c'est un bon petit jeu qui fait, je sais pas, une dizaine d'heures, un truc comme ça. Donc ça le fait. Je me spoil, j'ai les yeux sur ta petite fiche. Je vois Ace Attorney, c'est le même créateur ? Alors, je crois que j'avais noté ça parce que je crois que c'est la personne qui faisait la musique. Ah, ok. Si je dis pas de bêtises. Ok. Je vais regarder. On vérifiera. Ouais. Parce que Ace Attorney, c'était bien. Oui, c'est très, très bon jeu aussi. Ouais. Si vous aimez les jeux d'enquête, c'est Objection. Enfin, c'est pour ceux qui connaissent les mêmes. Oui. Voilà, on incarne un avocat et vraiment, c'est je sais pas, j'ai jamais fait de vraie enquête dans la vie, mais on va interroger les gens, on va essayer de récupérer un maximum d'indices. Et quand on se retrouve au tribunal, en fait, il faut vraiment présenter la bonne preuve au bon moment pour réussir à mettre la petite sueur de goutte froide à la personne qui est le coupable, quoi. Et c'est très bien fait. Vraiment, c'est un jeu aussi qui est de très qualitatif. Puis il y en a plein, ils en ont fait... On a toute une tripotée, il y en a 6 ou 7 avec différents protagonistes. Un vrai bon jeu sympa, enquête et puis tribunal. Il y en a même un qui mélange Professeur Layton et Ace Attorney. Ouais. C'est vrai. Non, je crois que c'est peut-être même lui qui l'a fait. Ouais, c'est le même créateur. C'est le même créateur, ouais. Du coup, tu me donnes très, 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 très envie. Il est sur PC aussi, si tu veux. Ah, très bien. Je reste sur la thématique de la mort et yes. Mais t'avais dit que tu venais avec du drame. T'avais prévenu. J'avais prévenu. Donc, je vais vous parler d'un album de Franquin qui s'appelle Idée Noire. Fantastique. Alors, oui. Il est génial. Déjà, bien, j'ai fait l'adhésion. C'est vraiment pas le plus connu des albums de Franquin. Pour mémoire, c'est quand même l'auteur de Gaston Lagaffe, de Spirou et Fantasio. Enfin,
de 16 albums de Spirou et Fantasio. Idée Noire, c'est un recueil de planches qu'il a écrites entre 1977 et 1983, paru originellement dans un supplément de Fluide Glace. J'ai un doute, vous chercherez. Et la thématique de cet album, s'il doit y en avoir vraiment une, c'est la dépression, la tristesse, la mort, le suicide, tout ça. Alors, il faut quand même expliquer que Franquin était dépressif, en fait. On ne le sait pas forcément. C'était quelqu'un qui luttait vraiment avec cette maladie. Et ça transparaît au travers de ces planches. Ces planches, elles sont entièrement en noir et blanc. Il n'y a vraiment pas de couleur du tout. Et elles sont à la fois drôles et jouissives, mais d'une noirceur absolue. Il va mettre par exemple en scène quelqu'un qui a menacé les gens de mourir un jour en se pendant dans un accident de voiture noyé. Oula. Et en fait, il y arrive. Donc en fait, il accroche une corde à son cou et à un arbre, il la fait passer par le toit ouvrant de sa bagnole et il se jette d'un précipice. Donc il meurt pendu, noyé dans un accident de voiture. Pas mal, à cocher plein de cases, là. La to-do list, elle est faite. C'est du génie, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Donc c'est vraiment pour vous donner la tonalité de l'album. C'est des gags, hein. C'est sur 1 page, sur 2 pages maximum. Et moi, c'est mon livre de chevet, en fait. Je m'aperçois que je le relis à intervalles réguliers. Donc là, ça faisait 10 ans. Donc j'ai ressorti des fonds de la médiathèque cet ouvrage qui date de 2001 et qui n'a pas pris une ride. Et il n'a tellement pas pris une ride qu'il annonce le Covid, 36 ans avant. La planche numéro 60, c'est un gars qui a un masque, parce qu'en fait, il y a une épidémie qui ravage la Terre entière, et il porte le masque recommandé par les autorités. Je cite, hein, c'est vraiment, ouvrez-le, c'est ça. Le pangolin n'a rien à voir dans cette histoire. Franquin avait vu le Covid, en fait. C'est absolument génial. C'est Nostradamus, le gars. Ouais. Mais en plus drôle, quoi. On ne sait pas, on ne l'a pas connu. Non, par contre, je tiens à rassurer tout le monde, Jérôme va bien. Il n'est pas forcé de faire ce podcast, il sourit, il va bien. Oui, ça va. À peu près. On va avoir des appels Oui, c'est ça, paniqués. Si vous aimez les corbillards... Lisez Franquin. Lisez Franquin. Il y a beaucoup de corbillards. Après, c'est facile à dessiner, quoi. C'est un rectangle. Ah non, c'est plus subtil. Non, c'est vraiment avec la déco et tout, les pompes funèbres, tout ça. Je peux enchaîner avec un roman qui n'a rien à voir et qui nous sortira un peu de ce triangle de la dépression. C'est un roman de science-fiction. Oh là là, on est étonné. Ça s'appelle Du Nouveau Monde. C'est de Yusuke Kishi. Alors, c'est un premier tome d'une trilogie qui a dû être publiée au Japon à la fin des années 2000. Donc ça doit être entre 2008 et 2011, les premiers volumes. Donc elle n'est pas tout à fait récente, mais c'est la première fois qu'on l'a, de ce que je sais, c'est la première fois qu'elle est traduite en français. Alors Yusuke Kishi, j'en avais peut-être parlé, j'avais lu un très bon roman policier de lui, La Leçon du mal, qui s'est sorti chez Belfond l'année dernière. Et c'était un roman où on suivait un enseignant psychopathe et une bande d'élèves qui veulent mettre fin à ses agissements dans l'histoire. Donc c'était vraiment un très très bon thriller psychologique. Et là, dans Du Nouveau Monde, c'est de la science-fiction. Donc ça se passe au Japon, mais 1000 ans après notre ère. Donc les sociétés ont le temps de s'effondrer et de se reconstruire. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve un côté extrêmement japonais dans la façon d'envisager des nouvelles sociétés. On sent que c'est un auteur japonais qui écrit avec ses référentiels. Et en même temps, c'est une société qui n'a rien à voir parce qu'on est à 1000 ans après. Donc on est dans une toute petite société qui a un nom, je crois qu'elle s'appelle Kamizu 66, je crois, à vérifier le nom. Une toute petite société qui est encadrée qui est entourée de nature et un cordon qu'il ne faut pas dépasser. On n'a pas le droit de sortir du périmètre réservé parce qu'au-delà, il y a des monstres, au-delà, il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour les humains, donc on reste à l'intérieur. Et la société est très organisée. Et le roman est raconté à la première personne par une jeune fille, Saki, qui va nous raconter toute l'histoire avec sa bande de copains adolescents comme elle. Mais elle nous raconte ça 20 ans plus tard, en fait. Donc on a déjà un petit aperçu.
Bon, elle n'a pas besoin de nous dire que ça sent pas bon, parce qu'on très vite, on sent que ça sent pas bon. On est dans une bonne dystopie comme il faut, hein, avec des choses qui se passent. Et ces humains, ils ont un pouvoir. Alors, ça s'appelle le Jiryokyo. Je ne sais pas si je l'ai prononcé correctement, en tout cas dans ma tête quand je le lis, c'est parce que c'est très compliqué à prononcer. C'est une sorte de pouvoir psychique qui se déclenche à la préadolescence, au début de la puberté. Et donc c'est un pouvoir psychique, c'est vraiment, alors pour le coup c'est très japonais, on passe devant un moine qui fait tout un rituel et à la fin on récupère un mantra qui nous permet et c'est un mantra bouddhiste. Enfin, vraiment, vous êtes dans un univers japonais, asiatique, en tout cas vous pouvez pas le louper. Moi ça m'a beaucoup plu, cet aspect japonisant de société japonaise, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça fait sortir un peu, ça décale un peu le regard des science-fiction américaines ou françaises ou anglaises qui ont tendance à reproduire finalement un système qu'on connaît. Là, c'était très bien. Et le roman est vraiment passionnant à lire. Je l'ai boulotté en 48 heures. J'admets que le dernier tiers du roman était un petit peu long pour moi. J'aurais aimé abréger cette partie, mais je pense qu'elle va avoir du sens et de l'intérêt très fort plus tard. En tout cas, ça ne m'empêchera pas de lire les 2 suivants parce qu'on commence, et les adolescents eux-mêmes commencent à comprendre qu'on leur a peut-être pas tout dit et qu'on leur a menti et que voilà. Donc, c'est une petite bande très attachante. Un récit qui est assez vif, même si on retrouve cette lenteur nippone. Si vous lisez des romans japonais, que ce soit des polars ou de la SF, on a quand même une certaine forme de lenteur dans l'écriture, mais pas au point où ça soit contemplatif. On est quand même dans de l'action. Voilà. En tout cas, c'est une trilogie qui a l'air d'être assez connue au Japon, donc je suis personnellement contente qu'elle soit adaptée. Et je faisais la réflexion à Samuel que c'est le 2e auteur japonais où je découvre d'abord ses romans policiers, et ensuite, je découvre qu'il a aussi écrit de la science-fiction. C'est le cas de Keigo Higashino, qui a écrit des très très bons polars. Et Samuel, je crois que toi, tu as lu son roman Le Bazar. Ah oui. C'est dans mes coups de cœur. Le Bazar Namiya, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Et c'est de la SF. Donc je trouve ça intéressant parce que c'est pas commun. Enfin, je trouve qu'en Europe, en tout cas, même aux États-Unis, c'est pas commun d'avoir des auteurs qui écrivent à la fois beaucoup de polars et de la SF. Donc ça m'a donné envie de découvrir un peu cette dualité, de voir comment ils articulent l'ensemble. Donc voilà, ça s'appelle Du Nouveau Monde de Yusuke Kishi et je recommande si vous aimez la SF et la littérature japonaise. Moi, je veux bien continuer. Je vais vous parler alors de 2 documentaires. Le premier, on va commencer par celui-là. Donc ça s'appelle L'Art du Mouvement de Ken Broward et Deborah Ori. Et alors, c'est un très beau livre sur la danse. Et l'art du mouvement, en fait, c'est des photographes qui ont pris des danseurs de compagnies très célèbres. Alors, on est plus sur des danseurs états-uniens. Et ils sont filmés, en fait, ils sont photographiés dans leur mouvement de danse. Ça fait des corps juste magnifiques à regarder, tant féminins que masculins. Et ils expliquent en fait à chaque fois un peu, comme on revient sur les mêmes danseurs, ils expliquent un peu sur des thématiques différentes leur rapport à la danse, à leur corps aussi, parce que voilà, c'est vraiment un outil de travail pour eux, leur corps. Et c'est un très beau livre de photos de danse. Donc voilà, il est magnifique, même si on ne lit pas les textes, ce qui est dommage, mais il y a quand même de très belles illustrations de corps dansants. Et voilà, c'est des danseurs classiques et contemporains. J'allais te poser la question justement. Voilà, et donc c'est vraiment, il y a un petit mélange entre tout. Il y a aussi des chorégraphes qui sont photographiés. Voilà, qui ont été danseurs ou non. Enfin, voilà, il y a tout le panel en fait autour de la danse qu'il peut y avoir. Et donc voilà, un très beau livre de photos, l'art du mouvement. Et une autre, alors là on est complètement sur un sujet différent. Je crois que j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast, ça s'appelle Les Grandes Oubliées. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, ou alors c'était dans un coup de cœur, je ne sais plus, de Titu Lecoq. Et là, on a la version plus pour ados. Ça s'appelle Les femmes aussi ont fait l'histoire. Donc là, j'ai juste commencé le début. Alors, c'est pas exactement un copier-coller du livre adulte.
On est plus sur une adaptation avec de très belles illustrations. Donc c'est un livre, c'est pas une bande dessinée, mais c'est un documentaire avec des belles illustrations, à chaque fois des illustrateurs complètement différents. On a toute la période historique en fait qui est retracée avec un propos qui montre en fait l'évolution des femmes en fait à travers l'histoire, et ça reconditionne aussi ce qui a pu être. Donc elle part du postulat en fait que voilà, quand elle était au collège et au lycée, dans tous les manuels, il y avait que des hommes en fait, et quelques femmes seulement, et que les historiens de toute façon c'était aussi que des hommes et seulement quelques femmes, et que là actuellement les choses sont en train d'être revues. Et par exemple, l'homme de Menton n'est plus l'homme de Menton, mais la femme de Cavallon. Parce qu'en fait, on a toujours cru que c'était un homme, parce que les recherches avaient été faites, la découverte a été faite au XVIIIe, XIXe siècle, et par des hommes, par des paléontologues hommes, et que là, en fait, en se basant sur des nouvelles données, et en fait, c'était une femme, et donc c'était une femme guerrière, avec une multitude d'objets qui étaient présents avec elle, de batailles et de combats. Donc voilà, après elle parle aussi par exemple des Amazones, qui étaient des êtres mythologiques sous la Grèce, dans l'Antiquité grecque, et qu'en fait elles avaient peut-être existé parce qu'il y avait des tribus nomades à côté de la Grèce, et que jusqu'à présent on pensait que c'était des hommes, et qu'en fait c'était peut-être des guerrières qui sont dans ces cercueils, donc dans ces tombes. Donc voilà, elle déconstruit un petit peu tout ça, et puis on apprend plein de choses. Pourquoi la loi salique avec les hommes en fait qui ne peuvent que avoir le pouvoir. Et après, elle a un ton assez intéressant, en fait, très didactique. Du coup, c'est vrai que même en tant qu'adulte, c'est hyper intéressant de lire ce documentaire, parce que du coup, c'est à la portée de jeunes entre 14 et 18 ans. Donc, il y a les mots, les phrases sont expliquées, les mots sont expliqués aussi. C'est des phrases courtes, vraiment très, très éducatives, quoi. Donc, ça se lit très facilement, c'est hyper intéressant à lire. Et effectivement, il y a aussi de très belles illustrations, donc un très beau documentaire pour la jeunesse et pour les adultes. Oui, ça me fait... je peux enchaîner parce que j'ai un documentaire jeunesse aussi, parce que j'aime bien aller piocher dedans aussi, qui s'appelle « Choquant quand les vêtements font parler d'eux » de Philippe et Éléonore Nessman, ou Neyman, je ne sais pas, et illustré par Mathieu Méron. Et donc c'est comme un grand album, en gros, documentaire, qui est beaucoup illustré aussi. Après, ça parle de vêtements, donc c'était pas mal aussi d'avoir les représentations de l'époque. Et ça vraiment, assez simplement, comme tu dis, ça explique un peu l'histoire de certains vêtements, de parfois pourquoi telle couleur à l'époque c'était très acceptable pour les hommes, et au fur et à mesure du temps plus du tout. De la même manière, les hommes qui portaient comme des robes ou des toges, mais qu'au fur et à mesure ça s'est raccourci. Enfin, ça explique un petit peu d'où viennent un peu les vêtements qu'on porte aujourd'hui, les effets de mode qu'il y a pu avoir, mais aussi un paysan il portait pas la même chose qu'un noble, etc. Donc ça explique aussi de manière historique simplifiée l'histoire du vêtement, et jusqu'à aujourd'hui en fait. Donc c'est pas mal, je trouve, pour avoir une première approche. De toute façon, c'est ça avec les documentaires jeunesse. Même quand on est adulte, c'est sympa d'avoir une première approche par ceci, et après poursuivre si on a envie ou pas, d'ailleurs. Et les illustrations sont toujours très sympas aussi. En plus, ça rajoute toujours quelque chose, je trouve. Alors, pour l'avoir vu passer, j'avais été vraiment très intéressé par le propos, un petit peu plus déçu par les illustrations, que je trouvais pas si chouette que ça. Mais c'est juste mon avis. Après, ouais, c'est ça. Après, le propos vraiment très intéressant, quoi. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant que les éditeurs commencent à faire du documentaire pour ados. Parce qu'on est toujours un peu démunis en tant que bibliothécaire quand on nous demande des choses pour des adolescents, même faire des exposés au lycée. Parce qu'on a soit des documentaires qui sont jeunesse, et donc parfois très jeunesse, et dans les illustrations ou dans le propos, avec une simplification qui parfois est nécessaire pour un enfant de 10 ans, mais qui ne va pas du tout convenir à un lycéen en première ou en terminale. Et à contrario, après, on se retrouve à leur proposer des pavasses
impossibles qui sont déjà même difficiles quand on arrive en fac. Enfin, je trouve qu'il y a un décalage, un palier où on passe... les ados vraiment ont plus de documentaires, quoi. On a jusqu'à 10-12 ans, on peut encore trouver des choses, et puis après, ils sont complètement laissés en friche jusqu'à récupérer des documentaires adultes qui sont pas toujours agréables à lire ou faciles à lire ou qui donnent envie, parce que se taper 400 pages sur un sujet qui est pas forcément évident, c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Donc, ne serait-ce que le choix du vocabulaire et de la construction des phrases, quoi. C'est vrai que c'est parfois compliqué sur certains sujets qu'on ne maîtrise pas, mais qu'on veut connaître, quoi. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de livres en sciences que je lis parce que j'aime beaucoup ça. C'est hyper intéressant, mais par contre, voilà, c'est beaucoup plus ardu pour moi parce que j'y connais rien et que voilà, il y a certaines phrases qui peuvent être compliquées, quoi. Oui, et puis dans le propos, parce que malgré tout... il y a dans les documentaires adultes, c'est souvent, si je prends l'histoire, un truc que je connais un petit peu, en histoire, on a souvent des choses assez complexes, des ramifications politiques, économiques, culturelles. Et en vrai, on passe d'un documentaire enfant très simple à quelque chose de vraiment multidimensionnel, multifactoriel, qui peut être compliqué à ingurgiter, alors qu'il y a des moyens de faire une espèce d'entre-deux de vulgarisation pour mettre à la portée, sans raconter n'importe quoi, ni abaisser le niveau. C'est pour ça que pour les ados, il y a pas mal de choses où ils vont se tourner vers YouTube et des vulgarisateurs sur YouTube qui vont faire cet entre-deux qui manque en livre. Donc c'est super enthousiasmant de voir qu'on arrive à avoir des livres ou des formats. La BD fait pas mal ça. On parlait tout à l'heure des culottés hors micro, mais les culottés, c'est une bande dessinée pour adultes qui présente des portraits de femmes, mais en fait, il y a plein d'ados qui les ont lus, parce que fatalement, le format bande dessinée leur a parlé, et le propos, en fait, est le même pour adultes que pour ados. Donc là, c'est les éditions Les Arènes, donc hyper connues en documentaire adulte. Oui. Et donc là, c'est Les Arènes jeunesse, donc c'est cool aussi que les éditeurs... de documentaires adultes se penchent sur le sujet et adaptent les propos. Et pour revenir aux BD, c'est vrai que ça se fait de plus en plus maintenant. Les BD documentaires, en fait. Et je trouve que c'est... Là, j'en ai lu un. Alors, j'ai plus les auteurs en tête, mais c'est sur l'esprit critique. Et donc, ça parle des biais cognitifs et de l'esprit critique aussi qu'on peut avoir. Et donc, c'est vrai que les biais cognitifs, c'est quelque chose de très intéressant qui nous influence tous les jours, mais hyper complexe, qui peuvent être très complexes à comprendre. Et sous le format BD un peu humoristique et tout ça. Alors, il y a quand même des bulles que j'ai dû lire 2 fois parce que ça reste quand même un propos sur les neurosciences. Mais voilà, ça permet d'aborder des sujets, alors sans être expert dans le domaine, mais ça permet au moins de comprendre en fait certains biais qu'on peut avoir à parler avec d'autres personnes et voilà, ça permet en fait d'avoir on en a un très beau aussi sur la naissance, voilà, il y a des choses de plus en plus comme ça qui sont faites avec l'essor de la BD et je trouve que c'est intéressant. Et après, du coup, si on est vraiment on a envie d'aller plus loin, on va sur un documentaire un peu plus classique, quoi. Mais je trouve que pour aborder un sujet, c'est quand même c'est pas mal, quoi. C'est intéressant. Il y a une très bonne BD documentaire qui a dû sortir il y a 7 ou 8 ans, entre 6 et 8 ans, sur la physique quantique qu'on a à la bibliothèque. Là, le titre, évidemment, va m'échapper parce que j'y repense que maintenant en t'entendant parler, mais on vous mettra tous les titres dans les descriptions de la vidéo, donc vous pourrez retrouver les titres exacts. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce format un peu moyen parce que pour aborder un sujet qui est complexe, qu'on ne connaît pas du tout, c'est plus facile de se diriger vers une bande dessinée illustrée, hein, malgré tout, on est comme les enfants, on aime les images, plutôt que de passer, ou alors carrément un documentaire en film, un film documentaire, plutôt que d'aborder, c'est pas évident d'aller prendre le premier Hubert Reeves venu dans la bibliothèque ou le premier Stephen Hawking et se fader ça quand on n'y connaît rien. Donc cet entre-deux est intéressant, et pour adultes comme pour ados en fait. Je trouve que ça met à la portée de tout le monde des sujets qui sont pas forcément évidents. Donc c'est une très belle recommandation. Et puis effectivement, la couverture, là, on l'a sous les yeux, on a cette chance. La couverture a l'air très belle. Bah ouais. Puis en plus, c'est des illustrateurs complètement différents. Donc à chaque fois, à chaque début de chapitre, en fait, on a une illustration qui présente en fait le traitement le sujet qui va être fait. Et après, à l'intérieur, pareil, on a des petites illustrations. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que les grandes illustrations, en fait, sont toujours légendées.
Donc du coup, ça permet, en fait, c'est pas juste une belle image, mais voilà, on voit de quoi ça retourne. Et donc même s'il y a un chapitre qui nous intéresse un petit peu moins, juste à feuilleter, à regarder les débuts de titres et puis les légendes des illustrations, bah déjà, on a pu avancer un peu. Donc je me dis que pour les gens, c'est pas plus mal, en fait. Des fois, on y revient après, plus tard. Et ouais, du coup, ça fait un bel objet. Dans le même ordre d'idée, la revue dessinée fait beaucoup ce travail de vulgarisation avec de la BD abordable. Et Topo aussi, la revue. Pour ados, voilà. aussi, ils ont un topo. Bien que la limite ado-adulte soit vraiment complètement arbitraire, moi je lis avec autant de plaisir les deux. Et il y a 21 aussi qui est dans la même veine. Même groupe, Ouais. je crois, c'est la même publication. On reste dans les documentaires peut-être ardus, là pour le coup un peu plus. Je vais vous parler d'un ouvrage qui s'appelle « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance ». L'auteur, c'est Timothée Paric. Moi, j'ai ce goût pour l'économie. Alors, c'est bizarre, parce que a priori, je n'ai pas de talent pour ça, je n'ai pas fait d'études dans ce domaine-là, mais j'aime bien comprendre l'économie. Et là, en fait, l'auteur, c'est un économiste, c'est son métier, et son propos est en fait d'expliquer pourquoi il faut opérer un changement dans nos comportements à tous, et aller vers la décroissance, mais du point de vue de l'économie. Donc, il nous explique en fait que, au-delà des choses qu'on a peut-être déjà entendues à droite à gauche, que la façon dont nous vivons impliquerait qu'il y ait 2 ou 3 planètes pour que ce soit soutenable, lui prend le biais économique pour nous expliquer tout ça. C'est une lecture qui est un petit peu ardue par moment, mais qui vaut vraiment le coup de s'accrocher. Il a un propos qui est vraiment explicatif, sans simplifier tout, il rend tout compréhensible. Et vraiment, c'était encore un de ces ouvrages où on en ressort moins bête. On se dit, d'accord, on peut avoir les uns les autres envie de participer à améliorer notre environnement. Mais là, il nous explique vraiment, d'un point de vue économique, pourquoi il faut le faire, pourquoi on va à la catastrophe si on ne fait rien. T'as bien fait de prévenir que tu serais fun aujourd'hui. Ah, mais vous l'avez dit. Hein. C'est bien, t'as pas menti. Mais un jour, tu nous feras une recommandation avec des paillettes, des petits cœurs et tout ça ? Non. Ok. Non, parce que même quand il parle de jeux de société, en fait, il parle de jeux de guerre et de jeux compétitifs. Ah non, alors, j'avais pas prévu d'en parler, mais Voilà, il va y avoir de la paillette. Je vais vous parler de civilisation. Ah, Civilisation, c'est pas de la paillette, là. c'est pas de la paillette. Non. Mais c'est bien. C'est un jeu pour PC, mais aussi pour plein de consoles différentes. Civilisation, c'est un jeu qui existe depuis 1991. On en est désormais à la version 6. Il va y avoir en 2025 une version 7. Et j'y joue depuis 1991. Calculez mon âge. Le but du jeu, c'est un jeu au tour par tour. Vous commencez avec un petit colon dans un petit coin d'une carte pas encore explorée. Ce colon va fonder une ville. Et à partir de cette ville, vous allez commencer en fait tout doucement à faire un énorme empire. Vous allez rencontrer d'autres joueurs, alors qui peuvent être soit des personnes physiques, soit gérées par l'ordinateur. Et donc, vous allez faire en sorte que votre civilisation aille le plus loin possible. Et je vous parle de ce jeu parce que justement, le but n'est pas forcément de gagner par la guerre. On peut gagner par la guerre. Mais on peut et surtout gagner de façon scientifique en étant la première civilisation à envoyer un vaisseau spatial avec des petits colons vers une planète lointaine et accueillante. Donc c'est vraiment... moi, c'est un genre de jeu que j'aime beaucoup. Je suis vraiment très fan des jeux au tour par tour. Je disais récemment que c'est un 4X. Alors c'est une dénomination que je ne connaissais pas. Ça veut dire exploration, expansion, un autre quelque chose en X, et je sais pas, je regarde Samuel, peut-être qu'elle... Non, tu sais pas non parce plus. que je joue pas à ce genre de jeu, mais je pourrais savoir. Mais
On regardera ça. Ouais. C'est vraiment... alors, une campagne vous prendra de nombreuses heures, soirées, nuits, mais c'est vraiment quelque chose qui est transcendant, quoi. Vous allez vous éclater à jouer à ça si vous êtes attiré par ce type de jeu. Comme dit, vous pouvez partir en guerre, c'est intéressant aussi, mais vous pouvez essayer de gagner aussi diplomatiquement. Donc c'est une victoire diplomatique qui s'obtient avec des points, en faisant un certain nombre d'accomplissements, en négociant avec les autres civilisations. Donc scientifique... Religieuse, non ? Religieuse. Ouais, c'est vrai que c'est un aspect très important du jeu. Alors, ça n'a pas toujours été dans les différentes versions, mais au fur et à mesure que les civilisations, qu'on évolue dans le temps, les différentes religions monothéistes principales sont fondées. Donc, on peut être le fondateur du christianisme, par exemple, ou de l'hindouisme, et d'essayer de répandre sa religion parmi les autres civilisations. Et si on a atteint toutes les grandes capitales avec sa religion, on peut gagner aussi de cette manière-là, qui n'est pas forcément la plus évidente façon de gagner. C'est plus dur. La façon la plus simple, c'est la technologie avec la fusée. Je crois que c'est la plus simple de gagner. Parce que même la guerre, effectivement, est très compliquée. En fait, oui. On s'aperçoit, et quelque part, j'ai envie de dire heureusement, que mener la guerre, c'est quelque chose de très, très coûteux, très, très compliqué, que quand on mène la guerre, on ne peut pas continuer à faire des découvertes scientifiques, on ne peut pas avoir une économie qui prospère, parce que les autres civilisations sont a priori fâchées que vous leur envoyez des missiles sur la tronche. Donc voilà, la façon la plus simple, c'est effectivement technologiquement d'être la civilisation la plus avancée. Et est-ce qu'il y a, du coup, avec les différentes versions qu'il y a pu y avoir, une adaptation à la société d'aujourd'hui et au questionnement qu'on peut avoir ? Effectivement, en fait, c'est quelque chose qui est apparu dans la dernière version, peut-être l'avant-dernière, j'ai un doute, mais en fait, le changement climatique existe. C'est-à-dire que ta civilisation, si tu fais plein de centrales à charbon partout, en fait, tu vas avoir du CO2 dans l'air, que petit à petit, le niveau des mers va monter, donc potentiellement noyer tes côtes et les villes qui sont installées au bord de mer. Tu vas avoir des catastrophes, ça existe déjà depuis plusieurs versions. Tu vas avoir des catastrophes. Bon, tu as un volcan sur ta carte. Effectivement, le volcan peut tout d'un coup entrer en éruption et balancer des cendres sur tout ce qu'il y a autour. Mais tu peux avoir aussi des catastrophes écologiques. Tu vas avoir des crues plus nombreuses si tu as vraiment complètement dégradé le climat. Donc, il y a des moyens de transformer des centrales pour les faire moins polluantes, d'essayer d'avoir une industrie un peu moins polluante. Mais tout ça est intégré. Il y a vraiment tous les paramètres. C'est vraiment un truc de fou. Ce que tu n'as pas dit, c'est que comme ça s'appelle civilisation, tu joues une civilisation, mais des civilisations qui ont existé avec leur spécificité. Donc tu peux choisir qui tu es. Donc par exemple, tu vas être les Français. Alors ce qui est rigolo, c'est que d'une version à une autre, on n'est pas représenté par la même personne. C'est-à-dire que dans certaines versions, l'Angleterre va être représentée par la reine Victoria et dans d'autres, c'est Churchill. Donc c'est assez rigolo parce que tu as des interactions avec les autres dirigeants. Donc tu peux choisir de façon aléatoire. Moi, j'avoue que j'aime bien choisir mon personnage et puis après, je mets aléatoire et je découvre les civilisations qui vont partager le monde avec moi. Moi, j'aime bien découvrir à chaque fois des nouvelles personnes. Et chaque civilisation a ses compétences propres qui sont liées à leur histoire. Par exemple, les Anglais sont très bons à la navigation et donc vont avoir un bonus pour la navigation, ce qui est logique parce que les Anglais ont toujours été très bons à la navigation. Donc ils vont avoir certaines facilités dans certains domaines avec un type de vaisseau en plus que vont pas avoir les autres. Et puis on peut construire des merveilles, pareil. Donc c'est assez rigolo quand tu es l'Égyptien puis tu construis le Panthéon, ça peut être marrant. Mais voilà, après il y a je crois que si tu prends l'Égypte, tu as plus d'avantages en début de partie. Parce que tes bâtisseurs vont plus vite, mais tu perds cet avantage au fur et à mesure que tu évolues, puisque la civilisation égyptienne s'est arrêtée avant l'ère moderne, donc elle n'existe plus. Donc en fait, ça s'équilibre un peu dans les parties. Mais ça, c'est assez sympa. Ça te permet de jouer aussi dans des cartes différentes. On peut choisir des cartes avec juste un gros continent, une carte qui soit la Terre, exactement la nôtre, plein de petites îles, ou alors des formes de terre un peu différentes de la nôtre. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. C'est un jeu qui est très sympa. Mais effectivement, ces jeux, tu commences à 19h, tu fais « Oh, je fais que 4-5 tours ». Puis d'un seul coup, il est 23h. Et tu te dis « Mais c'est pas possible, mais j'ai rien fait ». Donc oui, c'est un jeu qui est chronophage, mais qui est chouette.
Et il y a des paillettes parce que en fait, si tu es un bon leader, eh ben, ton peuple est content de toi et il organise des fêtes Super. C'est là pour les te paillettes. célébrer. Voilà les paillettes. Ouais. Les Français, on est souvent représentés par Napoléon, non? Et je crois, oui. Je crois qu'on a souvent Napoléon, mais pas toutes les versions. Je suis pas sûre qu'on soit Napoléon dans toutes les versions. Je me rappelle plus. J'ai un doute. Alors moi, je vais continuer avec des paillettes. Des vrais de vrais. Samuel va être contente. Je crois pas qu'on en ait déjà parlé ensemble. Si on en a déjà parlé, si ça te parle, tu me dis. C'est un manga qui s'appelle A Sign of Affection. C'est de Sue Morichita. Donc c'est un... C'est moi qui t'en ai parlé. Oui, mais est-ce qu'on en a parlé au micro? Non. Je ne crois pas. Bon, bah alors on peut y aller. Donc tu compléteras. C'est un manga qui est toujours en cours. C'est une série, pour l'instant, il y a 9 volumes sortis en français. C'est une histoire d'amour, donc vraiment, c'est pour les midinettes. Et en gros, on va suivre une jeune fille, Yuki, qui est sourde. Donc c'est un manga qui a beaucoup travaillé la représentation des sourds, parce qu'on a des petits textes avant et après par les autrices. Je pense qu'elles sont plusieurs, elles sont 2 je crois. Et il y a une personne qui leur donne des conseils sur les signes. Et donc il y a des petites explications sur les signes, elles ont travaillé la façon de les représenter. Donc c'est de la langue des signes japonaise, bien évidemment. Dans le 4e tome que je suis en train de finir, il y a même toute une explication de pourquoi il n'y a pas de langue des signes universelle. Ça, c'était assez sympa. C'est souvent, on entend les gens dire ce serait plus facile s'il n'y avait qu'une seule langue. Elle dit oui, mais il n'y a pas une langue parlée universelle. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait une langue des signes? La langue des signes, c'est comme la langue, ça parle de spécificités aussi culturelles et de pays. Donc, ça s'adapte. Et c'est vrai que le propos était intéressant. Donc, on suit cette jeune fille qui est à la fac et qui va rencontrer un jeune homme qui, lui, voyage beaucoup. Donc il a les cheveux blonds, je crois qu'il est décoloré, il a les cheveux blonds blancs. Parce que dans l'animé, il a les cheveux roses par moment, donc il me semble. Ouais, en tout cas, il a pas... La couleur dont vous voulez, c'est du noir et blanc. Il voyage beaucoup, mais c'est parce qu'elle en fait mention de la couleur de ses cheveux plusieurs fois, donc c'est pour ça que ça m'est venu. Il voyage beaucoup, notamment il a passé du temps en Allemagne, mais il aime aussi voyager en Asie. Et en fait, il va être assez fasciné par Yuki, par l'héroïne, et il va vouloir apprendre la langue des signes pour pouvoir communiquer avec elle. Et ils vont tomber amoureux, et c'est toute leur histoire, parce que, effectivement, c'est pas forcément évident, cette différence. Lui, il voyage beaucoup, elle est assez protégée par sa famille. On se rend compte que sa famille ne parle pas du tout la langue des signes, donc elle écrit beaucoup sur son téléphone ou sur papier. À part un ami d'enfance qui a appris la langue des signes, même sa meilleure amie ne parle pas la langue des signes. Et il va falloir que Itsuomi, voilà, c'est le nom du héros, Itsuomi, lui, se mette naturellement, parce qu'en fait, il aime les langues étrangères, il aime les cultures étrangères, et que la langue des signes, quelque part, c'est une langue étrangère pour lui. Il va falloir que lui se mette naturellement à la langue des signes pour que les autres se disent « ouais, peut-être qu'on pourrait ». Donc voilà, c'est toute leur histoire, c'est hyper choubidou, c'est tout mignon, c'est tout doux. Et effectivement, il y a un animé. Mais je ne l'ai pas vu encore, toi, t'as vu? Oui, mais parce qu'en fait, comme c'est des univers que j'aime bien lire le manga, regarder l'animé, relire le manga. C'est des petits... Là, franchement, c'est comme tu disais, c'est pipou. Enfin, ah ouais. T'es joyeux, en fait, en le lisant. Enfin, tu le refermes, tu fais « Ah !» Ça fait monter ton taux de sucre. Hein. Ouais, Clairement. T'as le smile et tu repars à ta vie, qui n'est pas forcément joyeuse. Mais du coup, là, t'as une petite bulle de joie. Et puis, quand tu parlais des langues, quand... Elle, par exemple, parle avec d'autres gens qui, quand elle lit sur les lèvres, il y a aussi une inversion de lettres par moment. Et à chaque fois, tout le monde était « Ah, mais vous avez mal imprimé le manga, etc. » Et en fait, non, c'est une volonté pour faire comprendre. Quand elle lit sur les lèvres, parfois, elle ne comprend pas correctement le mot. Et du coup, ils les ont écrits souvent à l'envers. Et du coup, ça te demande toi aussi un effort de comprendre le mot pour que tu te mettes à la place de l'héroïne et te dire mince, qu'est-ce que raconte la personne. Voilà, elle est dans cette situation-là aussi. Donc je trouve qu'il y a des petites idées comme ça qui sont assez intelligentes pour le coup. Et un peu plus loin, tu verras, mais ils sont en couple et ils se retrouvent au lit ensemble, ils éteignent la lumière. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, en fait. Et des trucs qui peuvent paraître très... C'est très banal en fait comme situation. Là en fait c'est re-questionner aussi le quotidien où quand tu parles à quelqu'un qui est à côté de toi, elle va pas comprendre ce que tu dis. Donc déjà c'est quelles habitudes on a et en fait qui parfois des personnes qui sont différentes ne sont pas à l'aise ou ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Alors pour toi c'est très
c'est très banal et ça fait partie du quotidien, quoi. Il y a plein de situations comme ça où elle est de dos et les gens lui parlent et il y a un personnage qui dit non mais elle t'entend pas, t'es de dos donc elle est de dos donc elle te voit pas donc il faut faire l'effort, ou les gens parlent entre eux et ça va trop vite et en fait elle est complètement isolée. Donc c'est aussi c'est pas du tout moralisateur dans la façon de faire parce que c'est pas le propos et qu'on est vraiment dans une histoire d'amour très mignonne, mais ça montre aussi quand même ce que peut être le quotidien de quelqu'un de sourd qui ne vit pas dans une communauté sourde. C'est pour apprendre la différence aussi. Ça, c'est hyper intéressant en fait de montrer ça de façon naturelle, j'ai envie de dire, et dans des situations quotidiennes. C'est pour apprendre la différence et l'altérité. Je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais. Oui, et là particulièrement au monde sourd, parce que alors moi c'est un univers que je trouve vraiment très intéressant. Les sourds se définissent comme une culture, la culture sourde. Donc ça, on le sait pas forcément, et c'est quand même un message qui est assez fort, une culture propre. Et sur Instagram, je suivais je crois qu'il est mannequin et un petit peu acteur, mais surtout il est activiste sourd aux États-Unis, Neil DiMarco, et il a écrit tout un bouquin dessus. Et il expliquait aux États-Unis que lui, il a de la chance, il est né dans une famille sourde. Tout le monde est sourd chez lui, des grands-parents, les parents, ses frères et sœurs. Donc en fait, il a appris à parler en langue des signes, comme n'importe quel enfant apprend à parler le langage audio en fait. Mais il disait qu'aux États-Unis, c'est un très très faible pourcentage parce que la majorité des enfants sourds naissent dans des familles entendantes qui ne font pas l'effort d'apprendre la langue des signes. Et donc les enfants n'apprennent à communiquer qu'à l'âge de 6 ans quand ils rentrent à l'école, et que c'est souvent délétère pour la croissance de l'enfant parce qu'en fait, il manque pas mal de choses. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, de se dire quelqu'un qui vit dans un monde qui n'est pas du tout adapté pour lui, et si personne ne fait d'efforts, c'est quand même terrible. Et là, ça le montre d'une façon... ça vous dit pas vous êtes des grands méchants parce que vous le faites pas, mais c'est juste... Bah oui, en fait, personne n'a pris l'effort d'apprendre la langue des signes, alors même qu'il n'y a pas de doute, ses amis l'aiment beaucoup, Yuki. Il n'y a pas du tout d'ambiguïté là-dessus. C'est des gens qui sont très proches, ils s'écrivent tous les jours. Mais malgré tout, ils n'ont pas fait l'effort, quoi. Oui, parce qu'en fait, je pense que comme elle représente une minorité, c'est elle qui s'adapte au monde dans lequel elle vit, parce que clairement, parler à l'ardoise à ses parents, en fait, c'est elle qui est obligée quelque part aussi pour pouvoir vivre et interagir avec les gens. C'est elle qui écrit sur son téléphone aux autres gens, etc. Donc c'est ça aussi, c'est comprendre que nous, la majorité, entre guillemets, on peut aussi faire parfois quelques petits écarts ou quelques petites adaptations qui au fait ne coûtent pas grand-chose, mais qui sont aussi ce qui soulage les personnes en situation de handicap ou autre, quoi. Et c'est vrai que c'est très chouette parce que Itsumi va tout de suite apprendre plein de petits mots et faire des efforts et travailler, et donc finalement va arriver à communiquer très très vite avec elle parce qu'il pratique, il a envie de pouvoir discuter, et donc ça donne un peu un mouvement aux gens autour en disant peut-être qu'il faudrait qu'on parle avec Yuki. Ce serait bien. Donc voilà, c'est un manga vraiment tout mignon que je recommande si vous avez envie d'une petite pause entre un livre sur le bullshit écologique et la déprime de Franquin. Mais sur le même thème, ça m'a fait penser à une bande dessinée que j'ai lue il y a longtemps, donc je pourrais pas forcément vous la pitcher, mais qui s'appelle Le bruit des gens. Et c'est des petites scénettes aussi d'un homme qui est sourd. Et donc voilà, il raconte un peu des anecdotes, souvent sous l'aspect comique de sa vie. Donc voilà, si le thème intéresse aussi, il y a d'autres bandes dessinées qui existent aussi sur le thème. On a un documentaire aussi sur une sourde, justement, qu'on a acheté il n'y a pas très longtemps. Et donc là, forcément, j'ai pas le titre. Pas super sourde. Oui, quelque chose comme ça. Et je crois que c'est une Instagrammeuse, justement, qui a fait un documentaire, justement, sur la vie d'une sourde et son univers. Et du coup, c'est aussi très intéressant à regarder. Voilà, c'est ça, super sourde. Ouais. De C.C. Bell. Ça, c'est en BD pour... c'est en BD jeunesse. Et on en a acheté un autre en documentaire adulte sur une influenceuse. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Super Sourde, c'est une BD, jeunesse qui est très très bien sur le même sujet. Ouais. Et là, c'est vraiment un documentaire en fait sur. Je garde en teasing pour la prochaine fois une BD où un monsieur se tire une balle dans la tête en couverture. Ce sera pour la prochaine fois. Est-ce qu'on l'invitera pour de nouveau une séance de fun ? Je sais pas. Bah oui, mais on en a besoin aussi, parce que là, sinon, nous, on a trop de paillettes. On n'a jamais trop de paillettes, Coralie. C'est vrai. Et puisqu'on a trop de paillettes, moi, je vais enchaîner avec quelque chose qui est moins pailleté, mais sinon très très bien. J'ai vu Monte Cristo.
Est-ce que vous avez vu l'adaptation Oui. du Comte de Monte Cristo? Alors, de oui, de non. Ok, Non. on est du bon côté de la table, Samuel. Et ben c'est très bien. Enfin, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. C'est la même équipe qui a réalisé Les Trois Mousquetaires que j'avais déjà personnellement beaucoup aimé. Alors, le Comte de Monte Cristo étant très très volumineux et il n'y a qu'un seul film de déjà quand même 3 heures presque, ils ont fait beaucoup de coupes, ils ont enlevé beaucoup de personnages secondaires, beaucoup d'intrigues secondaires qui complètent l'histoire d'Edmond Dantès. Donc, soyez pas surpris si vous aimez beaucoup, c'est logique parce qu'un film choral avec aussi autant de personnages, ça serait complètement indigeste. Donc, ils ont enlevé, ils ont modifié des choses, ils ont condensé des personnages en deux, histoire qu'on retombe sur nos pattes. Mais globalement, l'histoire est absolument respectée jusqu'à la fin. Et ce que j'ai beaucoup aimé, comme ils avaient fait dans Les Trois Mousquetaires, c'est qu'ils ont fait une adaptation moderne dans le sens où certains petits travers d'Alexandre Dumas, que par ailleurs j'aime beaucoup, mais travers d'hommes de son époque, il corrige un peu de sexisme, de choses qui passent moins maintenant. Et ce qui me plaît, c'est qu'ils ne prennent pas le prétexte de dire oui, mais c'est l'œuvre originale, on le garde. Ils en font une adaptation moderne et donc ils contournent un petit peu pour éviter certains biais et avoir une lecture un peu plus moderne et qui ne dénature finalement pas du tout le propos du film, parce que c'est toujours Edmond Dantès. Donc on rappelle Edmond Dantès, qu'un jeune marin qui se voit être nommé capitaine de vaisseau au détriment de Danglars, un capitaine absolument odieux dans la compagnie de Monsieur Morel. Donc Monsieur Morel fait confiance à Edmond et Edmond doit épouser la jolie Mercedes. Et maintenant qu'il est capitaine, il a l'argent pour. Sauf que son ami Fernand de Morcerf est amoureux de Mercedes. Et en gros, on va avoir une intrigue aussi politique avec le procureur de Villefort. Et Villefort, Morcerf et Danglars vont s'associer pour faire emprisonner Edmond, puisqu'il sait pour les uns trop de choses et pour d'autres il gêne pour avoir le bateau et la fille. Donc Edmond est envoyé au château d'If, puisque ça se passe à Marseille au départ. Et voilà, il va rester emprisonné. Et puis, il y aura sa vengeance ensuite, sa justice, comme il l'appelle, mais quand même teintée d'une certaine vengeance. Le film est très beau. Si vous avez vu Les Trois Mousquetaires, on est sur la même qualité cinématographique, une même photographie qui est très très belle, des costumes d'époque qui sont absolument sublimes. Alors je sais que pour Les Trois Mousquetaires, ils avaient repris des tableaux d'époque, et donc les tenues, certaines tenues, je pense à celle de Richelieu en armure sur le siège de La Rochelle, c'est exactement un tableau qui existe de Richelieu. Ils ont copié le tableau, donc on a un gros effort dessus. J'ai l'impression qu'au niveau historique aussi, on a toujours des conseillers sur les décors et les costumes. C'est vraiment très très beau. Et le casting est formidable. On a un très très beau casting. Donc là, le nom va m'échapper alors que depuis tout à l'heure, on en parle. Ninet ? Merci. Pierre Ninet. Pierre Ninet qui fait un sublime Edmond Dantès très sombre. Très très sombre. C'est un Monte Cristo qui est pas joyeux du tout. Parfois on l'adapte un peu comme ce héros qui se venge mais qui a quand même un grand cœur et machin. Là non, là Ninet joue un personnage qui est quand même très très abîmé par sa captivité et qui a beaucoup de dureté au cœur. Et c'est une façon de faire qui personnellement m'a plu. Parce que ça montre aussi que se venger et être consumé comme ça par l'esprit de vengeance et de rétribution, on en paye le prix quelque part sur soi, et on passe à un cheveu de la catastrophe pour l'âme d'Edmond Dantès. Lui joue très très bien. On a Villefort est joué par de la comédie française. Laurent Lafitte. Laurent Lafitte. Il n'y a plus marqué de la comédie française. Ah oui, c'est vrai, il est plus à la comédie française. En tout cas, Laurent Lafitte, on a un casting qui est très beau. L'actrice qui fait Haïdé est franco-roumaine. On a des jeunes, en fait, et c'est assez intéressant. Ils ont pris le casting. Ninet a 35 ans, je crois, mais les personnes qui sont les plus âgés ont vraiment la quarantaine ou la cinquantaine. Donc on est sur des personnages qui ont leur âge, et par contre les jeunes ont vraiment la vingtaine. Donc on n'a pas pris un Edmond Dantès qui a 20 ans tout du long. On est plus Monte Cristo quand il est dans sa vengeance, il a 42 ans, Ninet en a 35 ou 36, donc on est quand même pas trop loin, alors que les petits jeunes ont 22 ans. Donc on garde un écart d'âge qui est assez crédible, et ça aussi, ça m'a plu, comme ce qu'ils avaient fait dans Les Trois Mousquetaires, de vieillir un peu tout le monde. Mais du coup, tout le monde est vieilli, et on a un Athos en Vincent Cassel qui a déjà
la soixantaine, je crois déjà, avec un côté un François Civil qui a 30 ans, qui est trop vieux pour jouer le vrai D'Artagnan, mais on a un équilibre des forces en termes d'âge qui fait assez crédible, quoi. Ça, c'était pas mal. Donc voilà, et je crois que toi aussi, tu avais bien aimé. Oui, je l'ai beaucoup aimé, les décors, le palais du comte, avec des petits mécanismes. Enfin, c'est beau. C'est juste fantastique. Enfin, déjà, visuellement, ça envoie en plus de l'histoire qui est très bien ficelée. Moi, j'avais pas lu le roman, tu vois, comme toi. Mais je me suis laissée emporter par l'histoire très, très, très bien. Ouais. Et puis il y a des plans et des séquences qui sont sublimes. On a des plans avec Haïdé dans une chambre, elle est grecque, donc on a des plans avec des sortes d'ottomanes. Enfin, c'est vraiment très délicat et très beau. On parlait d'une scène puissante où Dantès ne dit rien, mais en fait, avec quelques gestes, il y a tout un truc qui se crée. Et voilà, c'est vraiment un beau film. La musique est très belle aussi. Une musique très romanesque, mais qui fait vivre vraiment le récit. Donc c'était... Et en 3 heures, il n'y a pas de creux? Non, d'accord. Franchement, Non. Enfin, moi, j'ai pas trouvé. Non, tu trouves pas. Alors, tu peux trouver au début que la période où il est enfermé dure un peu, mais en même temps, comme on disait, il a passé 15 ans, donc faut aussi que nous aussi, tu puisses ressentir qu'en fait, il y est resté longtemps. Et encore, je trouve que c'est très... franchement, c'est très raisonnable. Hein. Oui, c'est pour ça. Mais non, franchement, moi, souvent, je regarde le temps que dure un film avant d'y aller. Et là, j'y suis allée et tu vois pas les 3 heures pour le coup. Non, parce que c'est rythmé. Toute la première partie jusqu'à la prison, on est quand même bien pris. Et puis, si vous connaissez l'histoire, la plupart du temps, quand même... Normalement, Monte Cristo, c'est quand même connu, il n'y a pas trop de spoilers il va se faire enfermer jeune et passer 20 ans en prison. Enfin, moins, 14 ans en prison. Mais il y a ce côté où on sent la catastrophe arriver, en fait. Donc, on est tendu. Enfin, moi, personnellement, j'étais tendue en me disant, ça va venir. J'ai pas envie que ça vienne. J'ai envie de me dire, ça y est, ils vont me faire un truc, en fait. Il épouse Mercedes et tout va bien. Non, il n'y aurait pas de film. Mais t'y crois, quoi. T'es là. Tu as beaucoup de compassion pour le jeune Edmond qui est plein d'espoir, en plus. Parce que Ninet joue un contraste absolument impressionnant entre le début de Monte Cristo où il est quand même plein d'espoir, plein de vie, plein de rêves, et puis à la fin où il a passé 20 ans en prison, il y a eu une vengeance, il y a eu tout ça, quoi. Et puis la deuxième partie, on voit la vengeance s'articuler petit à petit, on voit les pièges monter, se refermer. Il y a des très bonnes idées de mise en scène pour expliquer les plans d'Edmond Dantès. J'ai trouvé ça très ingénieux, je n'en dis pas plus, mais qui casse le rythme et qui ne perde pas le spectateur, qui peut comprendre ce qu'il y a dans la tête d'Edmond et où il va. Ce qui manquerait, parce que dans un livre, on le sait. Mais donc c'était très ingénieux de faire comme ça, j'ai trouvé. Et puis, il y a un gros travail sur les maquillages, parce qu'il a des masques. Il porte un masque une partie du temps, un masque de Monte Cristo. Je crois qu'il raconte ça dans une interview, en fait, où il a montré des rushs à ses parents. Et à la fin du truc, sa mère dit, t'es bien mignon, mais là, tu pourrais pas nous montrer une scène où tu joues? Il dit, en fait, depuis le début, je suis en train de te montrer une scène où je joue. Et en fait, ses parents l'ont pas reconnu. Certains... Il est tellement grimé à certains moments qu'en fait, à moins de sentir le truc et de dire oui, en fait, c'est lui. De reconnaître sa voix. Tu ne le sais pas du tout, en fait. Alors, autant quand il est en compte de Monte Cristo, ça fait un peu l'effet Superman. Bon, mais... Oui, un peu. Un petit peu, mais bon. Après, tu dis, le jeu les gens l'ont pas vu depuis 20 ans, il est grimé. Oui, c'est ça, oui. Bon. Ils ne savent pas qu'il est sorti de prison, donc il y a ce côté-là. Mais ce masque modifie suffisamment sa silhouette pour que quand il l'enlève, on retrouve Ninet, et donc on retrouve Edmond. Le contraste est bon, ça lui change le bas du visage, les mâchoires. Sur une petite vidéo où justement il parlait des effets make-up, etc., c'était aussi de trouver une prothèse où il peut jouer pendant des heures sans que ça affecte son jeu, mais que ça reste crédible, etc. Donc en fait, c'était aussi réussir à combiner tout ça avec le fait de pouvoir jouer pendant des heures. Franchement, la prothèse, elle est belle parce que tu montres des extraits de quand il est en compte à quelqu'un qui connaît pas du tout Ninet, qui sait pas quelle tête il a, qui l'a jamais vu jouer. Je suis pas sûre qu'il pense pas que ça soit vraiment sa vraie tête, quoi. Quand on l'a vu un peu jouer, quand on le connaît, on se dit non, mais il a le bas du visage moins gras, c'est pas tout à fait la bonne mâchoire, il y a un truc. Mais quand on le connaît pas, vraiment, il y a un vrai beau travail. Et ça fait plaisir d'avoir des films de cap et d'épée ou des belles adaptations de romans français, parce que quand on regarde beaucoup la BBC, ils sont très forts pour faire ça. Et nous, ça manquait un peu. Et là, c'est vrai que c'est chouette. Et je crois qu'ils vont adapter, donc 20 ans après, la suite des Trois Mousquetaires par la même équipe. Même réal, je même... peux comprendre, oui, tu aurais un volume 3 quelque part. Ouais, donc qui sera le tome 2, pour le coup. Mais
Donc ouais, si vous l'avez pas encore vu, c'est une invitation à aller le voir, messieurs, dames. D'accord. Moi, On va tout de suite parce que là il fait beau, alors on va pas s'enfermer 3 heures dans un cinéma. Oui, vas-y, pardon, je t'ai coupé. Non, rien. Si plus personne n'a rien à proposer, on va s'arrêter là. Ça fait... Sauf si tu voulais... Non, il y a 15 milliards, mais... Tu les gardes, On tu fera les un gardes podcast à toi. Tu les gardes pour un podcast de rentrée. Oui, tout à fait. Eh bien, du coup, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast en la compagnie de Jérôme, Coralie, Samuel et moi. Et je dis au revoir à mes compères et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Salut.